bienvenue à ces nouveaux numéros du plateau spécial. Aujourd'hui, nous recevons pour vous, moi et mon confrère Jacques, le secrétaire général de Young Men Action for Education, IMAE en sigle, M. Serge Bondevi. Avec lui, nous allons aborder plusieurs sujets d'actualité et essentiellement l'organisation de l'examen d'État et la campagne École ESA Mumbongote qui en est à sa 5e édition. Et pour cette 5e édition, elle va aborder le sujet qui porte sur la lutte contre la fraude et la tricherie pendant la période d'examen d'État. Monsieur Serge Bondevi, bonjour. Bonjour, Monsieur Chanchon. Pouvez-vous nous dire comment se comporte la campagne École ESA Mumbongote 5e édition? Oui, la 5e édition se porte bien, avec beaucoup plus encore d'énergie et de vitalité de jeunes qui se sont davantage fait adhérer dans l'organisation, et c'est là particulièrement dans l'ensemble du pays où au moment où nous réalisons cette émission, nous venons d'agréer le 20e secrétariat provincial de Humaye. Donc, il y a donc Ituri qui est le dernier sur la liste. Et au cours de cette 5e édition, on a eu à faire des activités vraiment physiquement à l'intérieur. Vous avez vu Congo central, il y a eu Kananga et puis prochainement peut-être dans le Grand Bandundu. Voilà, donc la campagne se porte bien. C'est ce que je peux dire. Et pourquoi avoir choisi pour Kinshasa la campagne d'affichage? On vous a vu à Kananga échanger avec les élèves. Au Congo central, on a vu le secrétaire provincial avec les élèves, mais ici à Kinshasa, vous avez voulu vous démarquer avec cette campagne d'affichage. Oui, parce que Kinshasa, c'est quand même l'épicentre de la fraude et de la tricherie aux épreuves certificatives. Et cela s'est installé comme une culture dans le chef des populations. Les études qu'on a eu à faire dans les éditions précédentes l'ont démontré. Alors, faire le plaidoyer auprès de l'État pour casser la réussite à 100% donne le visage comme un coup de déception dans le chef de certains parents qui investissent, il faut qu'on se le dise, beaucoup d'argent pour leurs enfants qui sont en 6e année secondaire ou 4e année des humanités. Et que pour ces parents-là, lorsqu'un enfant échoue, c'est aussi un handicap du point de vue financier et économiquement. Donc, il était pour nous important, bien que dans l'avenir, si les moyens vont nous accompagner, faire la même campagne d'affichage au niveau provincial, mais c'était quand même impérieux de commencer à Kinshasa, qui est l'épicentre, de manière à mobiliser les parents, à mobiliser les communautés, à comprendre les dangers qu'il y a dans la réussite à 100%, les dangers qu'il y a lorsqu'on fait les recours à la fraude et à la tricherie, pour que tous nous puissions voir les choses dans la même direction. Mais finalement, cette campagne est à sa 5e édition, campagne École ESA Mumbongote. C'est quoi la particularité finalement? Comment la différencier des éditions précédentes? Oui, chaque édition qui se présente, il y a vraiment des particularités. Je crois la première édition aussi, il faut faire un peu de la chronologie historique. Il fallait s'affirmer, il fallait faire montre aux gens les dangers que le pays était en train de parcourir en laissant libre cours à la marchandisation de l'éducation. Il fallait tirer la sonnette d'alarme, c'est ce que nous avons fait. Et à cette époque-là, le gouvernement, par le ministre qui était à l'époque, nous avait encouragé par une lettre pour adhérer à la pertinence de la campagne en disant que la campagne était la bienvenue, d'autant plus que c'était une action qui vient moraliser le milieu scolaire. Et à cette première édition, je crois que la bataille que nous avons gagnée à la première édition, c'était l'uniformisation du bulletin scolaire, parce que c'était marchandé. À la deuxième édition, il fallait faire encore beaucoup de bruit et appeler le gouvernement à l'instauration de la gratuité. C'était un combat que beaucoup d'organisations menaient déjà, mais nous avons essayé d'amener un peu du tonus
et nous avons travaillé d'arrache-pied pour que, à cheval de la clôture de la deuxième édition et du début de la troisième édition, cela a coïncidé avec l'instauration de la gratuité. Et au cours de la troisième édition, il y a eu un grand travail pour pousser les autorités, notamment du ministère de l'EPST, à mettre en place un certain nombre de mesures qui accompagnent la gratuité, mais qui viennent renforcer la lutte contre la marchandisation de l'éducation. Et cela s'est fait donc entre la deuxième et la troisième. Et la quatrième, nous avons fait un grand travail en termes de la consolidation de la gratuité. Vous vous rappelez, la deuxième année de la gratuité a subi de pression parce que avec la prise en charge des parents qui avait duré 27 ans, là s'est instauré en culture pour faire convaincre les parents à se débarrasser de cette culture. Ce n'était pas une chose facile et vous avez vu des grèves latentes, beaucoup de pression de la part de certains chefs d'établissement et chefs de congrégation. Il fallait se mettre en ordre utile pour faire asseoir la gratuité malgré ses faiblesses. C'est tout à fait normal, mais il fallait que tout le monde se rende compte qu'il était irréversible. C'est le travail que nous avons beaucoup plus fait lors de la 4e édition et nous avons aussi mené beaucoup d'études sur la question de l'examen d'État où nous avons fait des études. D'abord, il fallait identifier les différents cas de fraude qui se commettent et attester cela auprès des anciens élèves, c'est-à-dire des étudiants de première année graduate qui venaient fraîchement déterminés d'obtenir leur diplôme d'État pour nous certifier s'ils ont eu d'une manière ou d'une autre à recourir à ces différents cas de fraude et de tricherie qu'on a identifiés. Nous voici donc à cette 5e édition où nous faisons vraiment un focus sur cette question de la lutte contre la fraude et la tricherie. Voilà un peu de manière ramassée ce que je peux dire sur... Mais justement, s'il faut se focaliser sur cette 5e édition, quel est le niveau d'implication de pouvoir public, justement, de l'État congolais dans ce que vous êtes en train de faire? Oui, il faut dire que du point de vue moral, en tout cas, nous sommes sincères et honnêtes, d'une manière ou d'une autre. En tout cas, l'implication du pouvoir public est assez remarquable. Comment? Il y a même des gens qui disent que nous avons... Vous l'affirmez en hésitant, apparemment. Oui, c'est ça l'impression. Bon, pas en hésitant, parce que ça fait débat. Ça fait débat parce qu'en termes de mesures qu'il faut prendre, il y a un grand nombre de mesures qui ont été prises ou d'autres qui ont été affirmées davantage. L'interdiction des uniformes, de la vente des uniformes, l'interdiction de la chasse à outrance. Si je dis hésitant, parce qu'il y a une batterie de mesures qui sont prises ou qui sont réaffirmées, mais dans la mise en œuvre, on sent le relâchement. On ne sent pas l'accompagnement de ceux qui représentent l'État, surtout au niveau de la base. Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez quoi de l'État, concrètement? Il faut qu'il y ait des sanctions positives comme négatives. Lorsqu'on était récemment dans une grande réunion réunissant les promoteurs des écoles privées agréées, c'est là où je vous ai dit qu'il y a beaucoup de pas qui ont été affranchis parce qu'il y avait de ces salons où on était des personnes non grata. Mais actuellement, notre voix est portée de manière officielle sur invitation des autorités gouvernementales. C'est qui montre qu'ils sont convaincus de ce que nous faisons comme le travail. Au cours de cette réunion avec les promoteurs des écoles privées agréées, nous avons eu les champs libres du ministère, pour ne pas dire du ministre, parce que c'est lui qui nous avait décerné l'invitation. Sans ménage, on a dit ce qu'il fallait dire aux promoteurs des écoles privées agréées, qui sont des outils de commercialisation de l'éducation. Il y a des tournées d'itinérance où, à l'exception de Kenge, où j'étais en une mission de terrain dans le cadre de l'enseignement à distance, dans toutes les réunions d'itinérance, nous prenons parole et nous mettons à nu tous les responsables éducatifs
qui se compromettent, qui sont dans des histoires de la marchandisation de l'éducation au vu au-dessus de tout le monde. Les plus derniers cas, c'était à Kindu, où nous avons fait démontrer comment est-ce qu'il y a deux cas de marchandisation de l'éducation. Il y a aussi l'aspect des documents tel que je disais, il y a des instructions qui sont données et il y a même de ces personnes qui disent que c'est à cause de Imaye que nous faisons porter à la République de la croix qui aujourd'hui semble être difficile pour l'État de... Est-ce qu'il y a eu sanctions? Parce que vous avez dit que vous avez dénoncé, c'est que le mal est profond. Pour soustraire ces mal-là, il faut qu'il y ait des sanctions qui accompagnent ces mesures. Il y a quelques cas de sanctions. Ce qui est dommage est que lorsque des sanctions sont opérées, malheureusement, on n'arrive pas à les documenter parce qu'il y a un problème d'accès à l'information. Nous apprenons cela par des sources officieuses, par nos membres, par nos sympathisants et consorts. Mais de manière officielle, qu'on nous documente que telle personne, suite à votre dénonciation, a été suspendue ou sanctionnée, ça non. Vous vous rappellerez du cas de la province éducationnelle, je crois, Sud Kivu 2, où nous avons dénoncé la marchandisation de l'éducation par le salaire des enseignants, que plutôt la construction de bureaux de la province éducationnelle par les élèves, par la cotisation, alors que l'information officielle faisait état de sa suspension, mais c'était une sorte d'arnaque. Et lorsque nous sommes allés à la réunion d'itinérance qui a eu lieu dans le Nord Kivu, à Goma, nous avons eu l'occasion de tirer sur la question et tout le monde a compris que nous n'étions pas contents de voir que dans l'officiel on parlait de la suspension, mais dans le dessous des cartes ce n'était pas au rendez-vous. Mais qu'est-ce qu'on retient finalement? L'État congolais est impliqué dans ce que vous êtes en train de faire, mais l'implication est un peu hypocrite, c'est ça? Au niveau, s'il faut se le dire, en tout cas, si nous prenons dans l'architecture de l'EPST, avec le ministre de l'EPST, à son niveau, il y a échange d'informations, il y a la tribune qui est offerte. Au niveau de l'administration, il n'y a aucune implication. Aucune. Parce qu'on sent que dans l'administration, particulièrement dans ceux qui sont attachés au secrétaire général, s'il faut être sincère, comme d'habitude, c'est dans notre coutume, on ne sent pas cet accompagnement dans la lutte contre les antivaleurs. On ne sent pas cette implication dans la lutte contre la marchandisation, la privatisation et le monnayage. Vous avez beaucoup de cas sur la gestion des projets. La plupart des projets du sous-secteur de l'EPST sont supervisés par l'administration. Mais ce sont des projets qui sont décriés. Nous l'avons dit à travers notre opération de démantèlement du club des oligarques. Au niveau de l'inspection, par contre, nous avons eu à dénoncer un cas à Lubumbashi. Et nous avons senti l'implication de l'inspecteur général. Vous avez les contrôles qui s'opèrent actuellement sur les détenteurs de faux diplômes. On sent qu'on a l'autorité, une des autorités ministérielles s'implique. On a dénoncé plusieurs cas côté inspection. On voit d'une manière ou d'une autre, ça peut être relatif ou pas, mais on sent. Il y a quand même de l'implication. Mais au niveau de l'administration, et là vous avez toute cette chaîne-là des prophètes, des sous-prophètes, en tout cas, l'implication est au point mort. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette campagne-là réussisse et que l'examen d'État retrouve ses lettres de noblesse d'antan? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est l'implication de tous et de chacun de nous. Vous voyez par exemple sur la question de l'examen d'État, j'étais à Kananga, mais j'ai eu à le dire publiquement. C'est le président de l'Assemblée provinciale qui écrit une lettre aux autorités provinciales avec des termes voilés, mais qui demande que son souhait, c'était de voir des députés provinciaux être classés comme des superviseurs. Ce n'est pas la seule province, c'est le cas presque partout. Et vous avez des cas où même c'est la présidence.
qui vous recommande des superviseurs. Et quand on était à Kindu, j'ai posé cette question publiquement au ministre provincial en charge de l'éducation qui a pris un enseignant de l'épée Kibombo à Kibombo pour faire de lui un sous-prophète alors qu'il n'avait pas qualité, il n'a ni arrêté. Je l'ai dit en public, ce n'est pas un secret des polichinelles. Et j'ai posé cette question en vouloir, en cherchant l'information, si on peut prendre n'importe qui, l'envoyer pour aller administrer aux gens le vaccin contre Covid ou le vaccin de la poliomyélite. Personne ne le fera parce qu'on sous-attend que c'est un domaine technique. Autant la santé est technique, de même aussi l'enseignement. On ne peut pas croire que l'enseignement ou l'éducation, c'est le dindon de la farce. On peut en faire ce qu'on veut. Les politiciens peuvent entrer et en sortir comme si c'était un bien sans maître. Là, en tout cas, donc c'est de la responsabilité de chacun de comprendre le rôle que joue l'éducation pour le développement d'un pays et en mettant du sérieux à tous les niveaux de responsabilité. En ce qui concerne cette évaluation certificative, l'examen d'État, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Je crois que ça peut faire plus de 30 ans que nous avons cette évaluation, ici en République démocratique du Congo, voilà, plus de 40 ans. Alors on se pose la question, IMAE, qu'est-ce qu'elle veut exactement? Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut changer exactement en ce qui concerne les examens d'État. En fait, avec l'examen d'État, nous avons décelé beaucoup de problèmes. Comme M. Cherchant a dit, l'examen d'État a perdu ses lettres de noblesse. C'est-à-dire il est vrai qu'il y a des exceptions. Nous tous, nous sommes ici, nous sommes passés par là. Donc, peut-être nous sommes des exceptions. Mais dans la plupart des cas, vous avez affaire à un diplômé qui n'a pas de compétences avec son domaine de prédilection. Mais comment vous expliquez ça, justement? Parce que si un tel monsieur qui n'est pas compétent, qui ne sait pas défendre son domaine, qui ne sait pas faire montre qu'il est passé par le cursus scolaire, mais entre-temps, il détient un diplôme, il faut qu'on se pose la question. Est-ce qu'il a été évalué sérieusement? Comment fait-il quelqu'un qui ne sait ni parler, ni écrire? Nous avons vu des vidéos, même des enseignants à l'Est de la République, qui ne savent pas tenir un discours, mais détenteurs d'un diplôme, lorsque déjà on ne sait pas, ne fût-ce que tenir un discours oral. Et il faut s'imaginer avec un discours écrit. Et maintenant, en termes de la compétence, en termes de la perspicacité, ce qui est un problème, c'est que le système d'évaluation a failli. Et ce n'est pas un secret, nous l'avons démontré à travers des études. Si le système d'évaluation a failli, parce que pendant l'évaluation, les gens ont dénaturé l'évaluation en passant que c'est un moment pour s'enrichir. Et quand il faut s'enrichir, il ne faut pas mettre suffisamment du sérieux. Il faut remplacer l'évaluation objective, sérieuse, par l'argent. Et à ce moment-là, avec la situation sociale et économique qui est assez désastreuse avec notre pays, avec son passé de pays à post-conflit, eh bien, on considère, on utilise l'examen d'État comme un appât. C'est-à-dire, toute personne tient mordicus à obtenir à tout prix son diplôme d'État sans passer effectivement par les mailles. On ne peut pas continuer ainsi parce qu'au niveau, à l'extérieur du pays, au niveau international, que vaut notre diplôme d'État? Que vaut le diplôme d'État congolais? Parce que la plupart des candidats qui arrivent sont soumis de plus à d'autres tests pour être admis dans des institutions universitaires étrangères. Le problème serait l'examen d'État en soi, ou c'est le processus, la formation de la jeunesse congolaise qui pose problème peut-être? Il est vrai du point de vue Macron. L'examen d'État, c'est au niveau de l'évaluation simplement. Exactement. Il est vrai au niveau terminal. Il est vrai que les problèmes qu'il y a au niveau de l'examen d'État sont le reflet de la maladie que souffre notre système éducatif. D'un mauvais parcours. Voilà pourquoi nous avons dit au cours de cette 5e édition, non seulement il faut éradiquer la fraude et la tricherie à l'examen d'État, mais il y a une très grande étape. C'est lors des délibérations au niveau des classes montantes. Comment on délibère l'enfant qui quitte le cycle maternel vers le primaire? Comment on délibère un enfant dans toutes les classes du primaire? Monsieur Bondevi, moi j'ai l'impression que vous voulez soigner la plaie, mais
pas du tout la cause. Parce que pour qu'un élève arrive à ces niveaux-là, c'est qu'il y a eu un problème dès les débuts, dès l'école primaire. Est-ce que c'est le système, les parents, ou encore les élèves eux-mêmes sont impliqués? Est-ce que votre campagne vise également les parents, les élèves ainsi que les enseignants? Nous visons tout le monde. Le pouvoir organisateur de l'enseignement est l'État, c'est la loi. Donc, nous ne lançons qu'un de points d'alerte, de points de veille. C'est au gouvernement de soigner la plaie, bien que nous aussi, nous avons notre part de responsabilité. C'est ce que nous jouons. Nous disons à tout le monde que ça ne va pas. Il y a un problème. Les jeunes qui partent à l'étranger, même ici au pays, il y a une société. Une fois, on avait des échanges avec la Fédération des entreprises du Congo dans le cadre du financement privé de l'éducation, financement provenant du patronat. Et le représentant de la FEC nous a fait savoir qu'il y a un mining dans les Katanga qui était contraint pour engager un électricien soudeur, mais il l'a fait en venant de l'Australie. Parce que tout autour dans les Katanga, il n'y en avait pas. Dans les provinces avoisinantes, au Katanga, il n'y en avait pas. Provinces avoisinantes non plus. Dans le pays frontalier non plus. Donc, il y a un problème de l'inadéquation entre offre de formation et le besoin du marché de l'emploi. Donc, nous lançons le point de veille pour que les personnes qui sont censées apporter des solutions le fassent. Et au-delà de lancer le point de veille, nous suivons de près à travers l'accompagnement ou les suivis citoyens. Il y a des problèmes, je l'ai dit ici, lorsque les enfants amènent le frais des labos, lorsque les enfants amènent, il y a beaucoup de termes, même à Kananga, ma bibliothèque était encore enrichie davantage parce que là-bas, nous avons eu des échanges avec les élèves de plus de 8 écoles de Kananga qui nous ont parlé des autres formes d'antivaleurs, des autres formes de tricherie, l'examen d'État, voilà. Donc, ceux qui donnent cet argent, ce sont des parents, pour dire que les parents sont aussi impliqués. Et ils doivent savoir qu'en donnant à son enfant de l'argent pour que la réussite soit garantie à 100%, c'est creuser la tombe contre son propre enfant. Mais finalement, ça serait quoi la finalité? C'est de retirer les diplômes à tous les jeunes Congolais. Au Carman, vous parlez de l'engagement dans la politique du redressement, justement, des conditions d'obtention du diplôme d'État. Mais quelle est cette politique, finalement? Bon, c'est un peu comme ces jeunes qui m'ont dit à Kananga, vous venez nous sensibiliser, mais ceux qui étaient là avant nous, il faut les jeter à la poubelle. Non, je crois qu'il n'est jamais tard pour mieux faire. Persévérer dans l'erreur, c'est ce qui est diabolique. Il est temps que nous puissions mettre du sérieux dans notre système éducatif. Et voilà pourquoi nous accompagnons. Les gens se demandent, mais comment Imaye est au premier plan dans la vision du redressement? Parce que dans les diagnostics, nous avons fait voir ces problèmes. Nous avons fait voir ce problème que le sous-secteur est malade. Et le développement, le décollage de ces pays passe nécessairement par la guérison du sous-secteur de l'EPST. C'est là qu'on forme les citoyens. C'est là qu'on forme des sénateurs. Et à quoi consiste cette politique du redressement, justement? En tout cas, la politique du redressement, je crois que la personne la mieux indiquée à en parler, c'est celle qui porte cette politique, mais d'après notre attendement, comme partenaire éducatif, vous savez, on redresse ce qui a été tordu ou ce qui est tordu. Et notre système éducatif a été tordu par les antivaleurs et la plus prépondérante, c'est la marchandisation de l'éducation qui trouve aussi sa cause suite à la pauvreté. Et lorsque toutes les activités du pays sont presque paralysées, l'école se présente comme un business florissant. Et ce qui a invité des personnes qui n'ont pas vocation de la pédagogie à considérer l'éducation comme un outil commercial. Mais au-delà de ça, il y a même des vrais pédagogues. Parce qu'il y a de ces écoles privées qui sont détenues par des directeurs
du ministère, par des inspecteurs, des gens qui ont fait bonne carrière, mais qui, pour eux, l'éducation est est un outil commercial. Alors, il faut redresser la façon de voir les choses. Il faut que les gens admettent que dans l'éducation, il faut avoir une certaine perception. Et cette perception veut assez que l'éducation soit considérée comme un outil social. Un outil où on doit s'investir et non venir en tirer profit sur le plan matériel. Cette façon de changer, de voir les choses, c'est ça aussi redresser son regard. Et en termes du faire, comment agissent? C'est tout comme lorsque nous avons parlé de l'oligarchie. Les gens doivent savoir que lorsqu'on prépare un projet, il faut que toutes les provinces en soient des bénéficiaires. Il ne faut pas que ce soit seulement le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Congo central, bref, là où il y a de minéraux, là où on peut facilement tromper l'œil. Vous voyez, c'est cette manière de pousser les gens à avoir un autre regard. C'est ça, d'après nous, le redressement. Et le redressement, d'après nous, c'est le respect des normes. Le redressement, selon nous, c'est le respect des valeurs. On ne peut pas, et là c'est du point de vue éducation sociétale, on ne peut pas comprendre dans une société que le bar fonctionne à la longueur des journées sans que les autorités se sentent concernées. On ne peut pas comprendre dans une société, les enfants lancent comme ça dans les réseaux sociaux des vidéos de sextapes sans qu'il y ait un premier ministre qui convoque le ministre de l'Intérieur, qui convoque celui de médias, qui convoque l'autorité de régulation de postes et télécommunications, qui convoque le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui convoque le ministre de la Culture, qui convoque celui de la Jeunesse, pour que des solutions drastiques soient trouvées. Donc, c'est ça, cette manière de redresser les choses que nous, d'après nous, nous avons dit au cours des diagnostics, que le sous-secteur de l'EPST, pour ne pas dire l'ensemble du secteur de l'éducation, est malade, est tordu et qu'il faut redresser. Mais Imae a prêché ces messages de redressement justement au Congo central, à Kananga, à Kinshasa, mais ce n'est pas suffisant. La RDC a 26 provinces. Oui, ce n'est pas suffisant. Et 58 provinces éducationnelles. Ce n'est pas suffisant. Il faut avouer, à chaque édition, nous demandons des exonérations au gouvernement, mais ça ne vient toujours pas. Nous essayons de faire avec nos propres moyens comme organisation non gouvernementale, mais les souhaits aussi, ce n'est pas seulement, bien que c'est un droit bien légiféré d'obtenir du gouvernement des subventions, mais dans le contexte politique de la RDC, notre souhait, c'est un peu complexe, hein? Mais notre souhait, c'est de voir surtout les communautés, les églises qui amassent beaucoup d'argent en termes d'offrandes, c'est d'accompagner, de soutenir cette action sociale. Vous avez abordé un sujet en parlant des églises. On a vu Imae battre le pavé contre l'accord qui devait être signé entre l'église catholique et le gouvernement. Qu'est-ce que vous reprochez à cet accord entre les deux parties? D'abord, il y a l'acte que nous avons trouvé, permettez-moi le terme, pas assez honnête. Il est vrai que l'Église est bénéficiaire de la Convention de 1977 avec l'État, l'Église catholique, l'Église protestante et kimbanguiste, les trois principalement. Les autres sont venus se greffer, mais laquelle convention est devenue obsolète et qui pose beaucoup de problèmes suite à l'évolution du temps, l'usure du temps. Vous avez la réforme sur la gratuité a connu beaucoup de problèmes, notamment avec l'Église catholique. C'est la vérité. Tout simplement parce que l'Église, l'éducation au niveau des provinces, c'est une affaire des diocèses. Et ces diocèses ne gagnent presque plus telles qu'elles gagnaient sous le maréchal Mobutu ou avec les dons venant de outre-frontières. Et ce sont les écoles qui permettent quand même aux diocèses d'entretenir matériellement leur vie. Et étant donné qu'au niveau primaire, il y a une rupture, des capitaux frais qui venaient des parents sans l'intervention
ou l'interférence de l'IGF, sans l'interférence du Parlement ou de la Cour des comptes, c'est de représenter une menace. Alors, il y avait une procédure à l'occasion de la mise en œuvre de la gratuité qui indiquait qu'il fallait revoir la convention. Et on était sur ces dossiers et on savait que le ministre de l'EPST avait envoyé la copie du projet de la nouvelle convention à toutes les confessions religieuses, y compris à l'Église, pour qu'au retour, que toutes les confessions fassent parvenir au gouvernement leur input, de manière en sorte qu'une nouvelle convention soit signée. Mais pendant cette période, on met sur la table le projet de l'accord spécifique entre l'Église et le gouvernement. L'Église catholique est dans le droit d'avoir des conventions particulières avec le gouvernement. Mais au moment où il fallait une démarche qui rassure le traitement égalitaire envers tous les parties prenantes, nous avons vu que ce n'était pas bon. Et le contenu de l'accord, c'est ce qui nous a dérangé parce que, il est vrai, au stade actuel, nous sommes informés que l'Église a beaucoup, vraiment, a vu, il y a un autre accord, une nouvelle lecture qui a été faite, qui, au moment opportun, nous allons nous prononcer. Mais s'il faudra schématiser la réponse, quelles sont les faiblesses, justement, de cet ancien accord? Les faiblesses, il y a quatre éléments principaux. Vous avez le premier élément qui fait fâcher, c'est d'obtenir du gouvernement la liberté de créer, de faire fonctionner et d'organiser les écoles publiques d'orientation catholique. C'est soit au Congo, soit une école publique, soit une école privée agréée. Et là, dans ce premier élément qui faisait fâcher, l'accord voulait instaurer une sorte d'école hybride. Donc, qui n'est ni privée agréée, ni publique, mais une école publique d'orientation catholique que l'Église a la liberté de créer, de faire fonctionner et d'organiser. Et certainement... Vous avez des exemples comme ça, des cas pratiques des écoles hybrides? Non, en tout cas, au Congo, si ce n'est pas une école privée, vous avez une école consulaire, mais les écoles consulaires fonctionnent sous statut des écoles privées agréées. Et vous avez des écoles publiques qui peuvent être gérées directement par l'État ou par les conventionnés. Donc, quand on a une école hybride, c'est-à-dire cette école n'est ni contrôlée par l'État, ni par un promoteur. Or, un promoteur est soumis au respect de loi de la République. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui faisait fâcher, c'est la gestion, l'autonomie de gestion du fichier du personnel enseignant que l'État devrait leur concéder. Non, le personnel appartient à l'État. Rappelez-vous d'une déclaration qu'on avait faite lorsque le cardinal menaçait les enseignants ne professant pas la foi catholique. Donc, si il fallait laisser à la manette de l'Église la gestion du fichier du personnel, du jour au lendemain, on peut chasser un enseignant et être remplacé par un autre. Vous avez la gestion des terres sur lesquelles... C'est la troisième faiblesse. Troisième faiblesse, la gestion des terres. Et l'Église a demandé dans cet accord le droit de l'usufruit, le droit d'usage, le droit de changer de destination, c'est-à-dire un jour au lendemain, là où il y a l'école Sainte-Marie, peut se transformer en un hôtel. Parce qu'on a concédé ces terres à l'Église. Non. Et nous connaissons qu'au stade actuel, à Kinshasa, nous travaillons sur ces dossiers dans le cadre d'une recherche qui est en train de mener. Vous avez 177 écoles, rien qu'à Kinshasa, dont leurs terrains et espaces ont été occupés, spoliés, alors que c'est contre la loi foncière. Et quatrième élément qui fait fâcher sérieusement, c'est sur les évaluations. Les évaluations sont de l'apanage du gouvernement. S'il faut laisser à l'Église organiser ces évaluations et que l'État seulement vient pour homologuer les titres, donc demain, les protestants les feront. Donc nous allons revenir à l'ancien système avant que l'État s'institue comme
pouvoir organisateur de l'enseignement. Monsieur Bondé dit nous ne pouvons pas clôturer ces numéros de plateau spécial sans pour autant évoquer la catastrophe de Bukavu. 8 élèves ont perdu la vie suite à un accident. Et quand vous avez entendu ça, quand vous avez vu les images, qu'est-ce que vous vous êtes? Un fait vraiment dramatique qui m'a laissé sans mots. Et je mesure le dégât causé par cet accident dans le cœur et l'imaginaire des enseignants, des responsables de l'école et surtout des familles éplorées. Mais cela vient de nouveau motiver notre engagement citoyen parce que, tout simplement, parce que peut-être la route avait des défaillances, soit la voiture, le camion qui est venu, le RT, le bus des enfants, avait des défaillances techniques, ou encore peut-être l'un des chauffeurs serait sous l'effet de l'alcool, parce qu'un accident de circulation a toujours des causes. Et nous savons que dans notre pays, il n'y a pas de sérieux en matière de réglementation routière. Et c'est dommage, c'est ce qui s'est fait à tout moment. Il y a le dernier cas qui avait eu lieu ici à Kinshasa, sur le boulevard. Heureusement, les enfants n'étaient pas décédés, mais là, c'est vraiment très dramatique. Voilà pourquoi les gens doivent être sérieux lorsqu'ils exercent les fonctions publiques. Voilà, monsieur le secrétaire général, s'il y avait un message à faire passer, justement, à l'occasion de ces échanges, et surtout aux décideurs politiques, quel serait votre message finalement? Un message particulier aux décideurs, c'est de s'engager activement en faveur de l'éducation, d'accompagner vraiment l'éducation, de prendre à bras le corps les questions de l'éducation, en commençant par le premier d'entre les Congolais, le président de la République, et particulièrement le chef de gouvernement, le Premier ministre, qu'on ne sent pas assez. Au niveau sectoriel, d'autres ministères, comme actuellement au niveau de l'EPST, mais si on peut emboîter le pas à la formation professionnelle pour que le partenariat éducatif avance, aux parents, ils doivent savoir qu'ils ont un rôle à jouer, c'est de compléter, c'est de participer dans l'œuvre éducative. Voilà un message que je peux donner. Donc, sans l'éducation, le pays ne pourra jamais se décoller, ne pourra jamais atteindre les perspectives du développement. Pour terminer, l'émission était essentiellement orientée vers l'organisation des examens d'État. Avez-vous un mot à adresser aux finalistes qui vous suivent en ces moments, de manière à ce qu'ils puissent éviter la fraude et la tricherie pendant ces épreuves? Mais finalement, il faudra aussi ajouter qu'il y a eu réaménagement justement du calendrier. Est-ce que cela aura une certaine répercussion sur justement la préparation au niveau des élèves? Oui, effectivement, je vais prendre d'abord le cas de rallonge du calendrier qui est dû, il faut être sincère, au retard qu'il y a eu dans l'ordonnancement par le ministre des Finances, avec les annotations de l'IGF. Bon, heureusement, après les alertes qu'on a lancées... Ce qui n'est pas la version officielle, finalement. Oui, avec le principe de la solidarité gouvernementale. Le communiqué du ministre. Oui, avec le principe du respect de la solidarité gouvernementale, je ne vois pas le ministre de l'EPST crucifier son collègue des Finances. Et donc, tout simplement parce qu'un monsieur qui gère les finances publiques s'est dit, bon... Les évaluations des enfants peuvent souffrir de ces caprices. Et là, vous avez des familles où vous avez 3 enfants qui sortent ensemble pour aller à l'école, peut-être un du primaire et 2 du secondaire. Et celui du primaire est en train de voir ces yaya du secondaire continuer à bénéficier des vacances et ils sont obligés de continuer d'aller à l'école. Il y a des plaintes comme ça qu'on a reçues et un enfant qui quitte ma campagne jusqu'à Lemba. Et ses grands frères bénéficie déjà de vacances et lui est obligé de continuer les chemins de l'école. Il faut que les autorités mettent du sérieux dans la gestion de la République. En tout cas, on n'en a jamais vu. Je crois que pour la prochaine occasion, le ministre des Finances et l'inspection générale des Finances, ils font leur travail, c'est bien, mais ils doivent savoir que l'éducation n'attend pas. Ce sont des dépenses d'ordre contraignantes. Il faut que ça se fasse au moment indiqué. Alors, un message pour le finaliste. Ils doivent savoir que recourir à la fraude, c'est une sorte de suicide.
Vous pouvez avoir le papier aujourd'hui, mais le papier n'est que la présomption de la connaissance. Si vous n'avez pas cette connaissance, c'est demeurer un mort vivant. Donc, ils ne doivent pas se laisser prendre par des sollicitations dans des frais de laboratoire, je ne sais pas quoi, il y en a tellement nombreux, il n'y a plus le temps. Ils doivent mettre du sérieux et ils doivent savoir qu'il y a un arrêté que le ministre de l'EPST a signé qui a changé les conditions d'obtention du diplôme d'État. Dorénavant, d'abord le seuil de délibération, bien que c'est encore faible pour nous, en tout cas nous espérons un jour que ce soit 60%, mais on a ramené le seuil à 48%. Il y avait des années où c'était même à 20%. Bon, ce n'est qu'une part qu'on a ouverte, et une parenthèse qu'on a ouverte et qu'on referme rapidement. Et deuxièmement, pour obtenir son diplôme, il faut réussir dans les épreuves des branches de spécialisation. Avant, on pouvait être délibéré si on réussissait en mathématiques et en géographie. Mais si vous faites de la maths physique, il faut réussir en mathématiques et en physique, au-delà des autres cours transversaux. Donc, pour ça, il faut qu'ils mettent des sérieux. Il y a des choses qui se feront. L'année passée, les gens s'attendaient à des 100%. Ils ont vu à Tchangou comment est-ce que les gens ont pleuré. Et nous allons continuer à travailler pour que les taux de réussite qui, l'année passée, avaient chuté, chutent davantage face à ceux qui font recours à la fraude, mais augmentent pour ceux qui seront sérieux. Vous êtes un véritable prophète des malheurs. Donc, pas un prophète des malheurs, mais ils doivent savoir que si ils réussissent grâce à la fraude, ils seront comme ces ministres qui font les contresens sur nos boulevards. Pendant que vous suivez à la queue le lait, vous voyez un premier ministre qui fait les contresens et vous voyez un général. Tout ça, c'est le fruit de la fraude. C'est le fruit de la corruption. Si, sous d'autres cieux, les gens savent être sérieux, chez nous, on a des gens qui ne sont pas sérieux. C'est parce qu'ils sont ce qu'ils sont grâce à la fraude et à la tricherie et ils ne seront jamais sérieux. Voilà pourquoi je leur dis, soyons sérieux, obtenez votre diplôme grâce au sérieux, grâce à l'assiduité, grâce au travail, et là, vous aurez votre diplôme sans souci. Mais si vous ne savez pas être sérieux, en tout cas, nous allons faire la pression pour que les taux de réussite des malfaiteurs soient revus à la baisse. Merci, Monsieur Serge Bondedi. C'était un plaisir de vous avoir sur ces plateaux spécial à notre émission. Et Jacques, également, je vous remercie pour votre participation. Voilà donc, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de plateau spécial. Nous avons reçu pour vous Monsieur Serge Bondedi. Il est secrétaire général de Young Men Action for Education, IMAE en sigle. Avec lui, nous avons abordé plusieurs questions d'actualité, entre autres la lutte contre la fraude et la tricherie pendant la période d'examen d'État. Il a eu à répondre à plusieurs de nos questions et plusieurs de vos questions. Ainsi donc, je vous demande de rester connectés pour la prochaine émission, le prochain numéro de votre émission Plateau spécial.